Bienvenue à cette troisième conférence de la Semaine de la souveraineté, une semaine de l'indépendance, on ne fait pas de discrimination. On voulait vous annoncer malheureusement que Mathieu Bocoté ne pourra pas être présent avec nous ce midi. Il nous a annoncé qu'il ne pouvait pas se déplacer pour raisons professionnelles. Mais Simon-Pierre Savard-Tremblay nous a promis d'être 2 fois plus intéressant. Donc, vous devriez en avoir pour autant. Aussi, un autre remerciement, encore une fois, pour l'Organismus, qui est le regroupement des étudiants en maîtrise et de doctorat, qui nous permet de financer cette semaine. Et je voulais continuer en vous présentant notre conférencier d'aujourd'hui, communément connu sous le nom de SPST, Simon-Pierre Savard-Tremblay, et détenteur d'un DEC en sciences économiques et sociales du Collège Stanislas de Montréal. Il a aussi un baccalauréat en sciences politiques de l'UDM et il a une maîtrise en sociologie de l'UQAM qui portait sur la question nationale. Cette même maîtrise s'est transformée au fil du temps en livre, Le souverainisme de province, qui a été lancé récemment et dont M. Savard-Tremblay a apporté quelques exemplaires pour les chanceux pour mettre la main dessus. Simon-Pierre Savard-Tremblay a également présidé le Journal du Bloc québécois de septembre 2010 à mars 2012. Il collabore régulièrement à l'Action nationale, dont le président, le directeur, entre parenthèses, viendra donner une conférence le 6 février prochain. Et il est président du mouvement Génération nationale, qui est un mouvement indépendantiste qui mise beaucoup sur la question identitaire et qui ancre le mouvement souverainiste dans une perspective historique. Donc, M. Savard-Tremblay est également chroniqueur à Radio 9, qui était anciennement à Radio X à Montréal. Et aujourd'hui, il nous parlera de sa vision de l'indépendantisme et du mouvement indépendantiste. Alors, accueillons-le chaleureusement, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Alors, merci, bonjour, merci à vous tous d'être présents. Merci aux organisateurs pour une si généreuse invitation que je n'aurais jamais pu refuser, même pour des raisons professionnelles. Alors oui, effectivement, Evelyne disait, donc effectivement, je suis chroniqueur à Radio 9, anciennement Radio X à Montréal, mais précisons que ce n'est plus du tout Radio X. Le dernier vestige de Radio X, c'était Dominique Moret, qui est un animateur à Québec, et qui était diffusé également à Montréal, mais il s'est fait, en bon français, flusher la semaine dernière. Il s'est fait remplacer par José Lito-Michaud, qui anime désormais une émission à Radio 9. Donc on a changé un grand penseur pour un autre. Donc, alors, pour aller dans le vif du sujet, parce que vous n'êtes pas venu entendre mes anecdotes sur José Lito, moi je me suis jamais confié à lui dans le train encore. Donc, ce livre, pour commencer, peut-être en guise de préambule, ce livre, à peu près à pareille date l'an dernier, était encore un mémoire de maîtrise que j'avais remis à mon directeur de maîtrise à l'époque à l'UQAM, qui est M. Jacques Beauchemin, qui écrit plusieurs livres également sur la question nationale, des livres très intéressants sur la fin du nationalisme historique étant lié à la question nationale, à laquelle le projet souverainiste. Au moment où j'étais allé voir M. Beauchemin, parce qu'il avait été nommé au gouvernement par le gouvernement marois, il était donc président par intérim de l'Office de la langue française, sous-ministre adjoint à l'immigration et responsable de la réforme de l'enseignement de l'histoire au secondaire. Donc, à temps très partiel, il y avait du temps pour les vraies affaires, c'est-à-dire mon mémoire. Je me souviens que pendant l'élection, où, comme je vous le disais, le mémoire est devenu ce livre, donc la thèse que je vais vous exposer sous peu, pendant l'élection, j'étais allé voir M. Beauchemin, puis je lui ai dit, il y a quelque chose que je veux changer dans le mémoire, c'est l'introduction. Avec l'épisode du point levé et le cafouillage permanent pendant les 4 semaines qui ont suivi autour du référendum qu'il n'y aurait pas tant que les Québécois ne seraient pas prêts, j'avais, à mon avis, l'introduction. Vous savez, l'introduction d'un mémoire, c'est une occasion d'exposer la pertinence scientifique de pourquoi fait-on cette enquête-là, pourquoi fait-on cette recherche-là, pourquoi se penche-t-on, pourquoi défend-on cette thèse-là. Puis avec ça, je pense qu'avec ce fait d'actualité, qui peut sembler avoir été anodin, parce que là, les analystes médiatiques vont simplement résumer la chose à la thèse la plus simple. Le point levé a fait peur, Pierre-Carl Péladeau a divisé, etc. Mais il y a quelque chose de plus profond là-dedans qui trouve sa réponse, à mon avis, dès les années 70.
Parce que la ligne de Mme Marois pendant la dernière campagne, à l'effet qu'il n'y aura pas de référendum tant que les Québécois ne seront pas prêts, ce n'est rien d'autre qu'une question de vocabulaire, ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle formule pour reprendre ce que Bernard Landry appelait l'assurance morale de gagner le référendum et ce que Lucien Bouchard appelait les conditions gagnantes. En bout de ligne, ça revient à la même chose. Donc, si on reprend le souverainisme depuis les origines, on voit déjà qu'il y avait, d'une certaine façon, l'inscription d'un certain dispositif qui avait des effets délétères et dont les effets délétères se font surtout depuis la décennie 90 et la décennie 2000 ressentir. Aujourd'hui, quand on constate les débats à la direction du Parti québécois, on voit que la souveraineté n'est plus que question de momentum, de calendrier, d'humeur populaire. Pour certains candidats, il faudrait la faire en 2024, pour d'autres en 2023, pour d'autres 2 ans après le mandat. On n'en sort plus. D'ailleurs, c'était la même chose que lors de la course à la direction du PQ de 2005, où le sondage aidant, c'était « je vais faire mon référendum 2 semaines avant toi, donc je suis meilleur que toi ». C'est à peu près ça le message dans la course qui a couronné finalement André Boisclair. On n'en sort plus de ça depuis le début. Depuis le début, en fait, quand on remonte dès les débuts du mouvement souverainiste, du souverainisme qu'on pourrait appeler officiel, on a, quand René Lévesque quitte le Parti libéral pour fonder le mouvement Souveraineté Association, il est d'abord question que la souveraineté est essentielle, qu'elle est vitale, qu'on envisage, qu'on souhaite une association avec le reste du Canada, mais que cette association-là ne devrait pas être conditionnelle à la réalisation de la souveraineté. C'est même la logique même. Vous vous présentez devant Ottawa, vous demandez un nouveau partage des pouvoirs, il ne va même pas vous écouter si vous n'êtes pas prêt à dire « j'ai un mandat pour rompre » si vous ne voulez pas négocier avec moi. Pensez-y. Si vous venez pour divorcer, il faut que vous soyez prêt à dire que vous êtes prêt à partir avec le congélateur quand même. Sinon, jamais il y aura d'entente à l'amiable. Alors donc, à ce moment-là, c'est un mouvement souverainiste qui se pose des questions, qui cherche à penser les contours du pays indépendant, qui pense les institutions. À l'époque, on prône l'établissement d'une république même, une république évidemment française, laïque, tout ce que vous voulez. Puis, le PQ est fondé par la suite, basé là-dessus. Les 2 premières élections du Parti québécois, ça peut sembler très, très surprenant aujourd'hui, en 2014, mais les 2 premières élections du PQ portaient sur l'indépendance du Québec. Et on s'engageait donc à la réaliser. La réaliser non pas par un simple vote au Parlement, comme c'est un mythe souvent véhiculé aujourd'hui, mais par un ensemble de gestes d'État, par un ensemble de gestes qui construisent dans la réalité, par la pratique, dans les faits, l'État québécois. On commençait avec une constitution provisoire, on commençait le jeu de reconnaissance internationale dès l'élection. Il y avait un certain flou quand même à l'époque. Il y avait déjà des débats, par exemple, pour Jacques Parizeau, il fallait enclencher dès la victoire les négociations pour la construction du pays québécois et sans établir de date limite pour la réussite ou non des négociations avec Ottawa. Et tandis que pour Jacques-Yvan Morin, son collègue, il fallait faire une déclaration d'indépendance dès la victoire et mettre 2 ans de limite pour les négociations avec Ottawa. Donc il y avait quand même un flou, mais globalement, il y avait quand même l'idée qu'il fallait qu'il y ait un programme de gouvernement, un programme de construction réelle et effective. Donc un projet souverainiste ancré dans la réalité des gens, dans les enjeux réels. À partir de 1974, il se passe quelque chose. Sous l'impulsion de Claude Morin, le référendum qui, avant, faisait office de moyen pour réaliser la souveraineté, pour ratifier la politique qui allait déjà être en vigueur. Donc, le référendum qui devait servir à adopter la constitution permanente du pays indépendant, donc après plusieurs années de gouvernance, de construction réelle du pays. Ça, j'insiste là-dessus, pays réel, parce que c'est ça avec quoi on va rompre dans les prochaines années, en 1974. Parce qu'en 1974, le référendum devient moyen obligatoire.
Et ce n'a été qu'une question de temps après, avant que ce moyen obligatoire devienne une fin en soi. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez, par exemple, les candidats à la direction du PQ confondent allègrement le moyen avec la fin, résumant l'indépendance au référendum, comme si c'était devenu la fin en soi, comme si c'était devenu le moment où on allait faire le référendum, la date dans le calendrier, il fallait à tout prix bien la choisir pour qu'à ce moment-là, il y ait assez d'humeur populaire, qu'on puisse capter, figer l'humeur populaire à ce moment-là pour avoir assez de oui en faveur de la souveraineté et qu'à ce moment-là, on puisse trancher, on puisse dire on a 50% plus 1, on a compté les bouts de papier, c'est réglé, Ottawa va être gentil, va nous laisser partir. Tout ça, c'est un peu de la pensée magique. Sans rapport de force, on n'arrive à rien. Donc, à partir de ce moment-là, plus concrètement, l'indépendance cesse d'être le projet central du Parti québécois et devient scindé de l'exercice du pouvoir, dans les faits. Parce que si vous dites ce n'est plus l'élection qui me donne le mandat de construire le pays indépendant, mais ce sera une autre consultation, c'est pas simplement un changement de tactique, c'est un changement complet de culture politique, un changement complet de paradigme, parce que vous en venez à dire le gouvernement, l'espace de gouvernement, il devra être consacré à autre chose que la construction du pays indépendant. Donc, les promesses en éducation, en santé, etc. Mais ça nous met, ça c'est la thèse du bon gouvernement, de l'étapisme, comme ça a été nommé, qui, à mon avis, au contraire, est le contraire d'un réel étapisme, parce qu'au lieu de dire que c'est une étape, en fait, on fixe 4 grandes étapes, et qui sont chacune considérées comme un grand soir. À chacune, vous pouvez vous planter. Donc, le jour du référendum, le grand soir, si le mur psychologique s'adresse et que le non passe, tout est foutu. Au lieu de dire que c'est un processus, dans la réalité, on résume tous les espoirs en une campagne référendaire de 30 jours où les discours seront beaux, où les publicités seront réussies, où grâce à ça, grâce au fait qu'on va être capable d'émouvoir les gens, on va être capable de faire le pays avec ça. Mais en renonçant à la réalisation concrète de l'indépendance, donc le modèle du bon gouvernement est un double piège. Prenez un gouvernement souverainiste qui va avoir un bilan impressionnant, du moins en apparence, parce que le jeu des communications est toujours là pour faire miroiter un bilan. Donc prenez un gouvernement souverainiste qui va vous arriver avec un bilan, on a reconstruit les hôpitaux, on a reconstruit les routes, etc., tout va bien. Là, les gens vont se dire, ouais, mais pourquoi on a besoin de faire un pays? Tout va très bien dans la province de Québec. Et prenez l'autre scénario, un gouvernement souverainiste qui va avoir un bilan déplorable. Les gens vont dire, on ne va pas faire un pays avec vous si vous n'êtes même pas capable de gouverner une province. Donc l'idée n'est pas donc ici de nier que les souverainistes ont bien gouverné quand ils étaient au pouvoir, mais de constater que dans le régime canadien, qui s'en va dans le sens d'un État unitaire, dont le centre géopolitique se déplace vers l'ouest, qui se construit maintenant seulement en fonction de sa majorité canadienne, que nous n'avons pas voix au chapitre et que le gouvernement est de plus en plus, l'État du Québec est de plus en plus ingouvernable. Regardez l'austérité. On nous martèle, le Philippe Couillard martelait lors de la dernière élection, vous avez le choix entre le référendum, entendre la souveraineté, et ou le développement de la santé, de l'éducation, de l'économie. Comme si la souveraineté n'était pas le cadre pour développer l'éducation, la santé et l'économie. Mais moi, je pense que les souverainistes devraient répliquer, au contraire. La prochaine élection, ça va être la souveraineté ou l'austérité. C'est ça le vrai choix, rendu là. D'ailleurs, je fais la suggestion dans certaines assemblées du PQ. Pourquoi le PQ ne déposerait pas, comme l'exercice a déjà été fait, mais il y aurait moyen sans doute de le faire de manière moins amatrice que ça a été fait dans le passé, à chaque budget provincial, déposer la maquette des finances de Québec souverain. Déjà des études comme ça qui ont été faites, mais ça impliquerait d'être capable de retourner l'ensemble, de tourner l'ensemble des ressources financières et militantes en faveur de l'indépendance du Québec et également les actions d'aide parlementaire. Ça ne veut pas dire de crier souveraineté toujours. Ça ne veut pas dire de toujours crier liberté, ouais, on va être un peu libre. C'est comme grille d'analyse des politiques publiques. Il faut toujours que ça soit à travers le cadre d'analyse indépendantiste. Et c'est chose qui a été négligée trop longtemps. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre être simplement souverainiste et voter oui et en attendant gouverner la province et
être véritablement indépendantiste et penser que ça ne doit pas être seulement être une question parmi d'autres, un enjeu qui va se régler un autre tantôt. Puis ça, on l'a vu d'ailleurs avec l'élection au Bloc québécois. On a vu clairement que l'appareil médiatique s'est déployé pour nous montrer qu'il y avait les bons souverainistes civilisés, ceux qui en attendant font marcher le fédéralisme, ceux qui en attendant respectent les règles, respectent le cadre canadien, et les mauvais souverainistes qui pensent que peut-être faut en parler un petit peu plus que juste pendant le référendum. Puis ça, c'est les radicaux, les extrémistes, les xénophobes et tout ce que vous voulez. On a beaucoup de forces qui travaillent contre nous. On a beaucoup de forces qui travaillent contre nous, puis inverser un paradigme de société, ça se fait pas en criant Poutine. C'est un travail qui va se faire très concrètement, mais regardez, par contre, il y a des choses qui peuvent se faire rapidement. Lors du dernier gouvernement Marois, les premiers mois ont été consacrés à briser à peu près toutes les promesses électorales, mais au moment où la charte de la laïcité est sortie, puis là, je ne veux pas rentrer sur le débat de fond. La question, c'est pas le débat de fond, est-ce qu'on était d'accord avec toutes les dispositions? La question, c'est qu'on nous arrivait avec un projet qui rompait clairement avec le modèle de gestion de la diversité du Canada qu'on appelle le multiculturalisme, et on arrivait avec un projet centré davantage sur la convergence culturelle et la laïcité républicaine. C'était un réel geste d'indépendance, un réel geste de rupture, qui plus est qui allait dans le sens d'une majorité de la population. Au moment où c'est sorti, où effectivement les gens n'étaient pas habitués, ça a créé un débat déchirant au début, mais les premiers sondages après les fêtes ont montré que la charte gagnait en popularité et donc que les gens étaient d'accord malgré le fait que les adversaires martelaient que le projet était anticonstitutionnel. Mais évidemment, au PQ, on n'avait pas rompu avec les mauvais réflexes. On garantissait, inquiétez-vous pas, c'est constitutionnel. Inquiétez-vous pas, les Anglais sont d'accord. Ottawa ne va pas en contester. C'est un peu triste quand même qu'un parti indépendantiste en soit venu à toujours promettre qu'il va respecter le cadre canadien à ce point-là, qu'il va respecter les limites de plus en plus étroites du Canada. Puis pour revenir d'ailleurs aux années 70, non seulement la séparation entre gouvernance et raison d'être qui a été opérée par le PQ a mené peut-être à la victoire du PQ en 1976, l'élection de René Lévesque à la tête du gouvernement. D'ailleurs, est-ce que le PQ aurait gagné avec sa ligne indépendantiste claire? C'est pas exclu non plus. Parce qu'entre 70 et 73, toujours en promettant l'indépendance, il y a une augmentation de 7 points. On passe de 23 à 30 %, malgré la crise d'octobre 70. Il y a quand même une augmentation à ce moment-là. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Le PQ gagne avec pour slogan « On a besoin d'un vrai gouvernement ». Puis là, le gouvernement est très, très impressionnant sur plusieurs mesures. Sur l'assurance automobile, sur la réforme du financement des partis politiques, la création du ministère du Commerce international. Sur un paquet de choses, le bilan gouvernemental est très, très impressionnant, mais ça n'empêche pas de perdre le référendum. Le modèle du bon gouvernement qui est censé mener, qui est censé faire une adéquation entre taux de satisfaction envers le gouvernement provincial et appui à l'indépendance, il est fallacieux. Il a montré ses échecs année après année. Mais il y avait cependant deux mesures qui, elle, est un peu l'exception qui confirme la règle dans le premier gouvernement Lévesque. La souveraineté alimentaire de Jean Garon, qui visait à ce que l'État québécois, dans les faits, dans la réalité, soit autosuffisant, contrôle ses deniers, et la loi 101, bien sûr. D'ailleurs, la loi 101, on nous la cite comme exemple souvent pour dire, vous voyez, le français peut se développer dans le Canada, vous avez la loi 101, vous avez pu la faire en contexte canadien. Mais que reste-t-il de la loi 101 originale, 200 amendements plus tard? Que reste-t-il? C'est un exemple parfait, justement, de mesure de gain qui, au départ, était une véritable révolution, mais qui s'est transformée, au final, en réformette administrative, finalement. Puis on voit que les indicateurs nous montrent que le français est aujourd'hui en danger à Montréal, mais aussi dans d'autres régions. Donc, pour revenir donc au premier gouvernement Lévesque, le bon gouvernement Lévesque n'a pas mené à la souveraineté. Mais, je vais vous poser une question aussi. Vous êtes tous un public universitaire, donc sans doute éduqué, informé, tout ce que vous voulez, intéressé par la question nationale si vous êtes ici présent. Combien y a-t-il, faites-moi un chiffre de la main, combien y a-t-il eu de référendums sur la souveraineté du Québec dans l'histoire du Québec? Je vois que tout le monde fait 2. Mais vous avez tous faux. Il y en a eu un en 95. Celui de 80, dont la question était assez longue,
Celui de 80, il sollicite un mandat, parce qu'il y a eu deux autres choses qui ont été introduites en plus du référendum obligatoire. La première, c'est celle de la séparation en deux référendums. C'est-à-dire, vous faites d'abord, en fait, ça fait 4 étapes. Vous devez gagner l'élection, exercer le pouvoir. Vous devez ensuite faire un premier référendum pour négocier une nouvelle association avec Ottawa. Vous devez vous faire réélire et faire un dernier référendum pour entériner le résultat des négociations avec Ottawa. Et on ajoute à ça une autre donnée. C'est le fameux trait d'union entre souveraineté et association, qui a émergé après de très longs débats, de sempiternels débats dans les congrès péquistes. Donc là, le message, c'est que la souveraineté, oui, mais seulement à condition qu'il y ait une nouvelle association. Donc ça revient à se présenter devant Ottawa, encore une fois, en disant « Donnez-nous ce qu'on veut », et que là, Ottawa puisse nous regarder en disant « Qu'est-ce que tu vas faire, je te le donne pas ». Puis là, on dit « Ben rien, j'ai pas le mandat pour ». Contrairement à la question de 95, qui, elle, stipulait que si Ottawa niaise plus qu'un an, ou que si Ottawa, parce qu'il y avait une limite d'1 an qui était fixée, que si Ottawa niaise plus qu'un an, ou que si Ottawa dit non, on peut quand même s'en aller. On peut même considérer, réel politique oblige, que si vous n'êtes pas prêt à dire, à avoir le rapport de force, à dire j'ai un mandat pour m'en aller si tu veux rien savoir de moi, ils vont jamais dire oui. Et c'est ce qui s'est passé. Le référendum est déclenché en 80. Et soudainement, Pierre-Éliott Trudeau dit la première semaine, il dit « Je négocierai pas ». Mais qu'est-ce qui nous reste comme réponse à ça? L'ensemble du référendum était basé sur l'idée qu'Ottawa allait négocier une nouvelle association, sur le bon ententisme. Ben, la pensée magique a frappé son mur en mai 80. Et avec la suite qu'on connaît, rapatriement de la Constitution canadienne en 82, dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, conditions obscures qu'on connaît aujourd'hui, qui jettent les bases de l'État unitaire canadien. La suite, finalement, c'est un peu toujours des redites de l'histoire. Après l'échec de 80, le PQ est tenté par le beau risque de laisser une chance à Brian Mulroney en disant qu'il va réformer le Canada. On a vu la suite. Même chose pour le successeur de René Lévesque, Pierre-Marc Johnson. On va réformer le Canada. On a vu la suite. Le petit retour en 95, où grâce au lac Meech, on réussit à obtenir 49%, et peut-être plus, étant donné qu'on connaît là aussi les conditions obscures dans lesquelles le vote s'est réalisé. Mais encore là, de dire aujourd'hui, on n'arrête pas de dire c'est grâce à Lucien Bouchard, c'est grâce à l'entrée des centrales syndicales dans la campagne qu'on a su mobiliser davantage. C'est grâce à l'erreur d'un des porte-parole des patrons pour le nom qui avait dit on va écraser le Québec le 30 octobre. Oui, tout ça a peut-être pu contribuer à changer l'opinion publique. Mais encore là, c'est encore résumer une question aussi fondamentale, aussi réelle, aussi concrète, à une simple question d'humeur populaire, de momentum, qu'à ce moment-là, on va être capable de figer. Assez de gens vont être fâchés. Assez de gens vont dire on va opter pour la souveraineté. Mais tout ça, je pense que ça a montré ses limites, puis ça a même montré son échec. On est dû pour reconnecter au réel, pour plus jamais, justement, que Philippe Couillard puisse être en mesure, que des fédéralistes puissent être en mesure de voir, de pointer la souveraineté comme étant simplement une espèce de concept abstrait qui se règle dans un référendum lointain. Il faut que ça s'intègre à un programme de gouvernance. C'est pour ça que moi, c'est ma suggestion. Pourquoi ne pas revenir à une élection décisionnelle, mais une élection décisionnelle non pas sur la souveraineté comme concept abstrait, mais sur un programme de réalité, de réalisation concrète de l'indépendance. Prenons 20 dossiers. 20 dossiers où il y a obstruction directe d'Ottawa, du régime canadien, dans le développement du Québec. Puis là, ça permet d'arriver, de mettre enfin les Canadiennes sur la défensive. De dire, nous, on propose ça. Au lieu de s'excuser constamment des souverainistes et d'en faire un petit peu l'option qu'on cache toujours en dessous de la table, aussi bien eux les mettre sur la défensive. Qu'est-ce que tu m'offres? Tu m'as rien offert jusqu'à date, qu'est-ce que tu m'offres? Moi, ce que j'offre, c'est ça. L'indépendance, c'est ça. Donc, si vous nous élisez, on ne va pas attendre le référendum. On va, par exemple, aller voir les travailleurs et dire on vous crée votre régime d'assurance-emploi pendant qu'Ottawa est en train de scraper le vôtre.
Ça va être de dire, on ne va pas attendre d'être indépendant, on va déjà mettre des conditions et refuser le pipeline. Ça va être, on ne va pas attendre le référendum, on va déjà mettre en place une nouvelle loi 101 pour défendre le français. Il y a tout un processus qui peut se construire, qui me semble beaucoup plus ancré dans le réel, beaucoup plus pragmatique, qui consiste à montrer dans les faits, par la pratique, pas seulement par la campagne de promotion, mais par la pratique, que l'indépendance va dans le sens des intérêts de la nation québécoise, enjeu par enjeu. Ben, on pourrait passer aux échanges, ça serait également intéressant, mais donc pour conclure, je dirais qu'avec la course à la direction qu'il y a actuellement, je pense qu'on a d'autant plus intérêt, les militants souverainistes ou les gens comme moi qui écrivent des livres, qui font des interventions médiatiques, des choses comme ça, à amener cette conception-là à l'effet que l'indépendance, ce n'est pas un événement, c'est un processus, c'est une réalisation. Sortir des simples catégories technocratiques, juridiques, comme si c'était simplement un statut, mais que c'est avant tout une réalité, que la réalité va toujours précéder le statut. Avant tout, l'indépendance est une question géopolitique, sociale, économique, parce que construire, définir l'État québécois, c'est dans les faits l'éloigner de l'autre. Et puis ça, je suis convaincu qu'enjeu par enjeu, les Québécois sauront voir que leur intérêt est là. Merci. Je précise également qu'il y a quelques livres pour ceux qui s'intéressent que je vous dédicacerai avec très grand plaisir. Le micro de question est à votre gauche. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on m'entend? oui. Tout d'abord, excellente conférence sur le souverainisme et les questions nationales dans notre histoire contemporaine. C'est très intéressant et très frappant. Sur ce point, j'aimerais te poser une question concernant le nationalisme québécois d'aujourd'hui. Mis à part tout ce que tu as dit, surtout le programme d'austérité qui a été mis en place dernièrement par le gouvernement de Philippe Couillard, qu'est-ce qui met un frein? Le ou les facteurs, dépendamment. Qu'est-ce qui met un frein, selon toi, au nationalisme québécois d'aujourd'hui et à l'indépendance, mis à part tout ce que tu as dit? Mis à part ce que j'ai dit. Mis à part ce que j'ai dit. Mais je pense que je vous répondrai que le cœur de ma thèse du pourquoi l'échec de l'indépendance se trouve là-dedans et ce que j'ai un peu résumé d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, disons qu'il faut toujours être capable de voir le rapport entre conjoncture et structure. Ça, à mon avis, c'est la structure. Maintenant, la conjoncture, disons que dans les dernières années, on ne s'est peut-être pas aidé. Après le référendum de 1995, alors que tout logiquement, il y avait une certaine fatigue, il y avait eu échec, et que le gouvernement souverainiste a choisi de ne pas contester, de ne pas... Quel lieu je me méfie, de ne pas contester le référendum volé, à partir du moment où ça s'est fait. Parce qu'imaginons si on n'avait pas dit, non pas dire on a gagné le soir du référendum, mais si Jacques Parizeau, au lieu de blâmer l'argent et le vote ethnique, avait dit c'est trop serré pour qu'on se prononce, on va nommer une commission d'enquête, on va regarder ça de plus près. Imaginez l'effet mobilisateur que ça aurait pu avoir là-dessus. Au moment où on n'est pas encore épuisé de la question nationale. Mais donc, par la suite, ce qu'il faut savoir, on oublie souvent que la conjoncture politique du Québec échappe très souvent au Québec. Puis quand on n'est pas indépendant, on est dépendant de ce qui se passe à Ottawa puis de ce qui se passe dans les restes du Canada. Les dignitaires fédéraux se rassemblent dans un chalet par la suite du référendum de 1995, établissent ce qui s'est appelé le plan B. Ça, c'est le plan de riposte. C'est-à-dire, le Québec a essayé d'avancer vers l'indépendance. Maintenant, on va les remettre au pas. On va les refaire prendre leur trou. On va faire en sorte que le gouvernement souverainiste tombe dans les popularités, etc., etc. Donc, ça se décline en 4 volets, ce plan B-là. L'enfermement juridique avec la loi sur la clarté référendaire, le programme de propagande, le scandale des commandites, l'asphyxie financière, la réduction des transferts aux provinces, et surtout au Québec, en un tour de passe-passe réalisé par le ministre des Finances, qui n'était Paul Martin à l'époque, et le sabotage diplomatique. Alors, le sabotage diplomatique qui a mené, par exemple, Lucien Bouchard
à se faire inviter d'abord à assister à la sermentation du président mexicain, par exemple, et qui apprend le jour même qu'il n'est plus invité parce que l'ambassade d'Ottawa a fait les appels avant. Donc, comment a répondu le gouvernement souverainiste à l'époque? Par le déficit zéro, mais c'est Ottawa qui a récupéré les surplus que le Québec avait obtenus avec sa réduction des transferts. Par la loi 99, qui ça était déjà plus intéressante par rapport à la loi sur la clarté, qui réaffirmait que le Québec est le seul maître de son destin, mais qu'il y aurait un paquet d'autres. Ça aurait pu être la base, ça pourrait être encore la base d'une éventuelle constitution du Québec d'ailleurs. Au programme de propagande qu'a fait le gouvernement souverainiste à l'époque, sinon dire, c'est vrai. C'est toutes vos accusations. Nous sommes effectivement des racistes. On va voter une motion de blâme à l'Assemblée nationale contre un simple citoyen qui avait dit des propos qu'on n'a même pas entendus, qui était Yves Michaud. L'affaire Michaud, ça c'est un réel scandale dans l'histoire politique réelle du Québec. C'est là où un simple citoyen qui devait se présenter dans une investiture du PQ se retrouve à avoir une motion de blâme unanime. L'Assemblée nationale dit unanimement, on blâme les propos du citoyen Yves Michaud. Des propos qui n'ont jamais été cités en Chambre. Et ça, savez-vous combien de fois c'est arrivé dans l'histoire de 400 ans de parlementarisme mondial? 0. Ben à partir de là, 1. C'est jamais réarrivé depuis. Puis surtout, plus important encore, Lucien Bouchard est allé voir les communautés financières anglophones et leur avait dit, ne vous inquiétez pas, même si le français régresse, je ne ferai rien pour menacer vos acquis. Je ne ferai rien pour menacer vos privilèges. Au nom de la paix linguistique. La paix comme dans Rest in Peace. La paix linguistique qui se traduit par le déclin réel du français. Position qui est ensuite confirmée en congrès la même année où Lucien Bouchard dit devant les militants péquistes, si vous me donnez le mandat d'améliorer la loi 101, je ne pourrai pas me regarder dans le miroir. Je ne sais pas vous, mais moi c'est plus le déclin du français qui me fait peur et qui m'empêche de me regarder dans le miroir, plutôt que le fait de le défendre. Donc, plusieurs années où on accepte de se faire définir par nos adversaires, plusieurs années où on tombe dans le piège complet de la riposte canadienne à cette époque-là, puis on en sort ensuite, tournant des années 2000, vers la sortie de la question nationale. Parce que depuis le référendum de 1995, les libéraux ont gagné l'élection de 2003, l'élection de 2007, l'élection de 2008, et l'élection de 2014. Ça en fait 4. Comparativement à ça, le PQ en a gagné 2, 98 avec moins de votes que les libéraux, et 2014 avec 4 sièges de plus que les libéraux en contexte de 9 ans d'insatisfaction et de scandale et de crise sociale. Je pense qu'il y a des questions profondes à se poser. Ma question, c'est, elle surgit un peu suite à la lecture du livre Confession post-référendaire de Chantal Hébert. Très intéressant. Oui. Disons, j'ai 2 questions un peu. Ce qui me fait... ce que je trouve plus complexe en tant qu'indépendantiste par rapport à la réalisation de l'indépendance du Québec, c'est 2 questions. Premièrement, au lendemain d'un référendum gagnant qui serait issu d'un processus indépendantiste, qu'est-ce qu'on fait avec les communautés qui réellement auraient l'intention de faire la partition du Québec, d'une part? Et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait avec les nations autochtones, les Premières Nations, qui pourraient réclamer d'être rattachées au Canada ou qui pourraient réclamer d'obtenir leur propre indépendance sur un territoire qui est moins défini? Donc, c'est mes 2 questions. 2 questions simples. Pour la partition, effectivement, pour faire le lien avec le livre Confession post-référendaire de Chantal Hébert, qui a fait un bon travail, qui a interviewé des anciens acteurs fédéralistes et souverainistes du référendum de 1995, ce qu'on constate, ce qui est intéressant là-dedans, je fais une parenthèse avant d'arriver à te répondre, c'est qu'il y avait à peu près juste Jacques Parizeau qui avait un plan clair pour dire on obtient notre mandat, puis on va y arriver. Il y avait un plan là-dessus. Lucien Bouchard et Mario Dumont racontent que le matin, le 30 octobre au matin, ils se sont dit on a peur si Louis gagne, peut-être qu'on va rompre avec le Canada. Ils avouent que leur principale motivation ce jour-là était le maintien du lien canadien. Je
suis pas contre qu'ils se battent pour qu'on maintienne l'association, tant que ça devient un outil, un ajout intéressant mais pas indispensable. Mais de là à dire, on a peur qu'il y ait un plan qui puisse mener à ce que ça se réalise, ce pourquoi on a milité toute la campagne, il y a peut-être un petit problème là-dedans quelque part. Mais oui, la partition du Québec est un hochet que les fédéraux agitent beaucoup depuis 1995. Depuis d'ailleurs, ça il faut reprendre un peu la question linguistique depuis 1977, la minorité qu'on appelle désormais la minorité anglophone historique était à jadis considérée comme une part de la majorité canadienne. Et c'est encore en réalité le cas. Mais c'est à ce moment-là que la minorité anglophone se construit un imaginaire de martyr. Il y a un très bon livre de José Legault là-dessus, qui s'appelle « L'invention d'une minorité », qui documente tout ça. Donc, ils développent leur propre imaginaire de martyr, leur propre réseau juridique, leurs grands avocats qui montent avec ça, dont Julius Gray, dont même Guy Bertrand à une époque, qui n'était pas redevenu indépendantiste. Donc, ouais, d'ailleurs, Guy Bertrand, ce qui est drôle, c'est que le temps qu'il était fédéraliste, il se teignait les cheveux en noir, puis il a décidé de redevenir cheveux blancs quand il est redevenu indépendantiste pour symboliser sa transformation. C'est quelque chose. En tout cas, donc oui, ça c'est effectivement une question complexe, mais disons que l'ONU garantit l'intégrité territoriale. Puis je pense que la réponse politique, la réponse rhétorique est beaucoup plus facile que la réponse juridique. La réponse rhétorique, c'est quand on a perdu 2 référendums, on n'a pas dit les petits coins qui ont voté oui, ils vont faire leur pays pareil. Considérant que c'est l'ensemble du territoire qui est pour ou c'est l'ensemble du territoire qui est contre, mais que ça le fait en bloc. Ça, c'est la réponse rhétorique. Dans la réponse politico-juridique, qui est sans doute plus complexe, je pense que ça réside un peu dans les faits. Puis peut-être aussi, puis tout à l'heure quand je parlais du bilan du gouvernement Bouchard, peut-être que les fusions municipales y étaient pour quelque chose. C'était peut-être une façon de répondre à ça. De dire il n'y aura plus les entités municipales anglophones de l'ouest de l'île qui pourraient faire partition, on va les mettre dans le Grand Montréal. Mais bon, ça a créé un autre effet pervers qui est plus jamais un souverainisme.